De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes, Daoud Attal, Jean-François Kandé-Kambe et Samuel Gembok sont toujours avec nous. Et la monnaie locale sud-africaine, le rand, a atteint ce lundi un niveau historiquement bas. La monnaie a en effet perdu 9% par rapport au dollar américain, une dépréciation qui s'explique par différents facteurs. Et c'est Oumou Kelsumba qui nous dit lesquels. Voyez donc son sujet. La monnaie locale sud-africaine, le rand, a atteint son plus bas niveau lundi 11 janvier 2016. Il a chuté de 9% par rapport au dollar américain, atteignant ainsi 18 rands pour $1 américain. Selon les experts, la dépréciation de la monnaie locale s'expliquerait du point de vue interne par une mauvaise politique monétaire et du point de vue externe par le ralentissement économique de la Chine. La dépréciation du rand sud-africain est un processus un peu continue que la faiblesse de l'économie sud-africaine, la méfiance des investisseurs, les grèves qui ont caractérisé le secteur minier. Il y a des causes externes, notamment le surenchérissement du dollar américain. Et le troisième point, c'est le ralentissement de l'économie chinoise, qui a un effet direct justement sur la faiblesse du rand. Cette dévaluation du rand ne sera pas sans conséquence, nous disent les analystes. Elle pourrait causer une inflation, ce qui impacterait négativement l'activité économique des Sud-Africains. Un ralentissement important, faute d'investissement et puis faute de toute une série d'autres leviers qui pouvaient soutenir cette économie, c'est-à-dire la faiblesse de l'électrification du pays. Quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas non plus d'industrie, il y a les délestages. Et puis le moral des ménages, les Sud-Africains, est aussi au plus bas. Tout cela fait que la vie quotidienne est beaucoup plus compliquée pour les Sud-Africains et puis pour les industriels. Au mois de février 2015, le Naira, la monnaie locale du Nigeria, avait chuté à près de 25% par rapport au dollar américain. Face à la baisse récurrente de la valeur des monnaies locales dans les pays africains, les analystes préconisent une stimulation de la consommation interne ou encore une diversification de l'économie, tout en évitant la dépendance vis-à-vis des produits pétroliers. Jean-François, on a parlé des causes de cette dépréciation de la monnaie sud-africaine, le ralentissement de la croissance chinoise ou encore la mauvaise politique monétaire de l'Afrique du Sud. Parlons maintenant des conséquences. Quelles peuvent-elles être justement ces conséquences ? La dépréciation, ça a été d'ailleurs évoqué dans le reportage. Je pense qu'il y a l'effet interne un effet interne et un effet externe dans les échanges avec les États qui utilisent le dollar, notamment pour les échanges. L'économie sud-africaine peut être pénalisée, notamment par cette dépréciation-là. Et puis il y a sur le plan interne ce qui a été évoqué dans le reportage, à savoir l'inflation. L'augmentation des prix, notamment des denrées de première nécessité. Alfred a raison d'insister sur le train de vie des Sud-Africains qui peut baisser de ce fait-là. Par rapport aux causes qu'Alfred a évoquées, je voudrais ajouter une autre que nous avons discutée d'ailleurs ici. C'est un certain nombre de mauvaises décisions qui sont de mauvaises décisions politiques. On se souvient que le ministère des Finances avait vu une sorte de valse de 3 ministres en l'espace d'une semaine. Et d'ailleurs, la conséquence avait été immédiate. Aujourd'hui, on parle d'une baisse de 9%, mais les marchés avaient sanctionné ce type de comportement politique. Et il y a à craindre également que ce soit aussi la manière dont le président sud-africain et son équipe gèrent le pays qui se trouve sanctionné ici. Il y a les facteurs économiques qui ont été évoqués, mais je pense qu'ils ne sont pas les seuls. Décidément, l'Afrique du Sud est dans une mauvaise passe, mais toutes les économies, y compris les grandes économies du continent, comme celui du Nigeria, se trouvent aussi dans cette mauvaise passe-là. Ça fait rebondir une question qui, à mon avis, est une question de fond dont les pays africains devraient s'occuper, c'est la question de la monnaie et du rapport avec les monnaies qui constituent aujourd'hui les monnaies de référence du commerce international, à savoir le dollar, l'euro,
Et aucune monnaie africaine aujourd'hui, même le rand, n'est une monnaie internationale d'échange. Donc ça mériterait quand même qu'on s'assoie et qu'on y réfléchisse. C'est vrai, hein, Daouda, comme l'a dit Jean-François, l'Afrique du Sud, en tout cas l'économie sud-africaine est dans une mauvaise posture, ralentissement de la croissance, taux de chômage particulièrement élevé, dépréciation de la monnaie, mais également de sa note souveraine. Quel levier doit actionner aujourd'hui Pretoria pour relancer son économie ? Comme levier, on a face à cette situation la baisse des importations. Puisque en quoi une monnaie qui se déprécie impacte l'économie, c'est-à-dire que quand vous importez, vous achetez plus cher face au dollar. Si vous importez en dollars, vous achetez plus cher. Donc il vous faut une quantité de monnaie plus importante pour acquérir les biens que vous importez. Par contre, si vous êtes une économie à fort potentiel d'exportation, là j'ai envie de dire, il y a un atout. C'est-à-dire qu'en tout cas, si l'économie est diversifiée et qu'elle est de manière interne, il y a une économie qui fonctionne avec un tissu industriel qui fonctionne et des gens qui consomment sur le plan local, à ce niveau-là, la baisse peut être même un atout quelque part, puisque au lieu d'aller importer, on a quand même une économie qui tourne en interne. Donc à partir de ce moment-là, donc je pense qu'il faut davantage développer la diversification de l'économie, davantage soutenir le tissu des entreprises et puis limiter fortement les exportations. Les importations, pardon. Et le Maroc est le premier partenaire économique de Côte d'Ivoire et plus généralement, plus de la moitié des investissements directs du Maroc à l'étranger ont concerné l'Afrique au cours des 5 dernières années pour un montant d'1,5 milliard d'euros. Le Maroc est de plus en plus présent en Afrique subsaharienne. C'est un sujet d'Omokel Tsomba. Le Maroc est le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. La valeur des investissements du royaume chérifien vers la première puissance de l'espace UEMOA en 2015 s'élève à 147 milliards de francs CFA. Les secteurs concernés sont la construction, les banques ou encore le tourisme. À travers le roi du Maroc et le président Ouattara, ont renforcé les relations bilatérales entre les deux pays. Ça s'est traduit par quoi? D'abord, ça s'est traduit par la prise de participation de la banque Attijari Bank dans le capital de la société ivoirienne de banque classique qui était en fait ex-Crédit Lyonnais. Ils s'interviennent beaucoup dans tout ce qui est de le domaine de la construction et des logements à travers le groupe Adoa qui est en train de mettre un vaste programme de logements moyen, standing et haut standing au niveau de la Côte d'Ivoire. Et après cela, donc, il y a tous les investissements dans les infrastructures qui sont en train de faire. La Côte d'Ivoire entretient aussi d'excellentes relations économiques avec des pays comme le Nigeria, le Mali. Le partenariat bilatéral entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire est développé. Le pays des hommes intègres est le 6e État client de la Côte d'Ivoire au niveau mondial. La valeur des échanges commerciaux entre les deux pays est passée de 165 milliards de francs CFA en 2011 à 290 milliards de francs CFA en 2014. Nous, Ivoiriens, on développe un partenariat, par exemple, avec le Nigeria. Nous avons une raffinerie de pétrole. Le partenariat entre le Burkina, le Mali, par rapport à la Côte d'Ivoire se passe dans le domaine énergétique. L'Afrique du Sud reste la première destination des investisseurs sur le continent suivi du Nigeria. Les experts préconisent une dynamisation des échanges commerciaux entre États africains à l'image de la Côte d'Ivoire et du Maroc. Jean-François, vous êtes à l'écran. Je vous pose donc la première question. On sent le Maroc. En tout cas, c'est une véritable offensive que le Maroc a lancée en direction de l'Afrique subsaharienne et notamment de la Côte d'Ivoire. Vous vous fiez un peu trop au hasard qui fait mal les choses, en l'occurrence l'écran, mais bon, je vais vous répondre. Moi, très brièvement, je pense que le Maroc a une politique qui est une politique tout à fait intéressante et qui est à la fois de diplomatie économique et de diplomatie politique. Il faut relier tout cela à la position du Maroc au sein de l'Union africaine. Le Maroc n'y est pas. Et le Maroc a décidé de mettre le paquet sur la coopération économique et sur une forme de diplomatie économique, et ça marche.
et dans des conditions d'ailleurs qui sont telles qu'on peut inviter les autres pays africains, notamment à accentuer la coopération sud-sud, interafricaine, plutôt qu'à regarder toujours de l'autre côté de l'océan. Voilà ce que je pouvais dire, mais je crois que mes amis considèrent que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Mais non. Oui, Samuel, c'est vrai, on aurait pu croire que pour le Maroc, ça aurait pu être difficile d'occuper le terrain de l'Afrique subsaharienne, puisqu'elle ne fait pas partie de l'Union africaine depuis 1984, mais au contraire. Oui, je pense que ce n'est pas un élément important à prendre en compte. Le fait que le Maroc participe ou soit membre ou pas de l'Union africaine n'est pas déterminant dans le cadre de la diversification de sa politique étrangère. Ce qu'il faut relever, c'est que le Maroc a identifié principalement l'Afrique de l'Ouest comme un terrain de rayonnement de sa politique étrangère. On a vu le roi, au cours de sa visite en Afrique de l'Ouest, passer, je crois, une semaine à Dakar et à peu près une dizaine de jours aussi en Côte d'Ivoire. Cela démontre très bien qu'il a un intérêt tout à fait particulier à coopérer avec ces pays qui sont très stables et qui ont mis en place des politiques économiques dynamiques. Il y a au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire, des programmes, des plans pour l'émergence du pays. Et il y a un sérieux, il y a un suivi de tous ces programmes. Il y a des programmes en termes de développement des infrastructures. Et le Maroc a une expérience technique en la matière. Et quand on parle de coopération sud-sud, il y a aussi le partage d'expérience. Daouda, un mot très rapide, une réaction en tout cas très rapide, parce qu'on a plus beaucoup de temps sur cette nouvelle, le Maroc, premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Oui, une réaction rapide et effectivement je rejoins mes deux co-débatteurs. Je pense que le Maroc a eu la bonne stratégie en Afrique subsaharienne, mais quand on observe bien, le Maroc va investir dans des pays stables. Donc quelque part, c'est du business à faire, effectivement, aussi. Et à partir de ce moment-là, ça peut créer des emplois sur place, mais il faudrait, pour finir, que les entreprises dans les pays vers lesquels le Maroc investit puissent également, en retour, investir au Maroc, puisque le marché est intéressant là-bas aussi. Merci Daouda. Merci Amira. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous Jean-François pour vos analyses. Bonsoir Amira et bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous également Samuel. Merci Amira, bonsoir. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'African Zone, ce n'est pas fini puisqu'on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Et puis rappelons-le, en cette semaine consacrée aux musiques urbaines sur le continent africain. Très vite.